Journée citoyenne sportive du CNT, c'était ce vendredi. Les membres du CNT ont participé à plusieurs disciplines comme le football, le basketball, le volleyball et le jeu de Scrabble. Le sport consolide la cohésion, c'est pourquoi les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien ont pris part à cette journée. 150 familles viennent de bénéficier de l'œuvre sociale du président de la transition dans la région de Kidal, un geste salué par les populations de Takalote. Et 14e congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, une occasion pour les participants de faire le bilan des 5 années écoulées. Un nouveau bureau sera mis en place à l'issue de ce congrès. Voilà ce qui domine l'actualité de ce vendredi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Tout d'abord, cette audience à Koulouba, le président de la transition a reçu ce matin le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine. Les échanges ont tourné sur la stabilité du front social. L'ordre du jour a salué la volonté du chef de l'État de développer le dialogue social et d'améliorer les conditions de vie des travailleurs maliens. Nous l'écoutons au micro de Mamari Koné. Lors de cet entretien, nous avons exprimé en tant que représentants des travailleurs en Afrique quelles sont nos préoccupations sociales, mais aussi de paix, de stabilité au niveau du continent et leur impact sur l'avenir des travailleurs en Afrique, ici au Mali. Mais aussi nous avons exprimé notre solidarité avec les travailleurs et le peuple malien, qui traverse une situation un peu difficile. Son Excellence aussi nous a déclaré qu'il a tendu sa main pour le partenaire social ici au Mali et qu'il reconnaît que les syndicats et les travailleurs ont un grand rôle à jouer pour le développement et la stabilité, la sécurité du pays. Il nous a fait savoir que l'UNTM, à travers son secrétaire général, ont joué un grand rôle malgré toutes les difficultés. Mais nous avons trouvé aussi chez lui la volonté de développer le dialogue social, d'améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. Et il reconnaît que les travailleurs ont le droit d'améliorer leur statut parce que aussi ils ont un rôle pour le développement de ce pays, mais aussi pour la sécurité de ce pays. Notre organisation, elle se porte bien. C'est une organisation qui représente 100 millions de travailleurs. Et c'est une organisation qui continue toujours à se battre pour l'intérêt des travailleurs, les droits des travailleurs sur le plan continental et qui intervient au niveau des institutions régionales et internationales pour défendre les intérêts des travailleurs africains. Mais aussi c'est une organisation qui est toujours fidèle à ses principes. C'est la lutte anticoloniale, c'est la lutte anti-impérialiste, anti-apartheid, anti-sioniste. Parce que nous considérons que l'avenir des travailleurs est indissociable de l'avenir de ce continent. Nous ouvrons la page consacrée au dialogue intermalien. Je le disais dans les titres, les membres du Conseil national de transition CNT ont invité ceux du comité de pilotage du dialogue intermalien à leur journée citoyenne et sportive. Nous savons que le sport peut être facteur de cohésion sociale. Ensemble, ils ont participé à des jeux comme le football, le basketball, le volleyball et le Scrabble. Les temps forts avec Daouda Koné. Membres du gouvernement, du Conseil national de transition et du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale à prendre part à la journée citoyenne et sportive initiée par le Conseil national de transition pour le compte du mois d'avril. Les participants ont eu droit à une séance de gymnastique pour préparer le corps et l'esprit à répondre aux disciplines du jour. Le but de cette journée est de cultiver la fraternité, l'amitié, le vivre ensemble, le patriotisme et le civisme. Il y a plusieurs ateliers ici.
Il y en a énormément. Je pense qu'il y a des ateliers pour ceux qui ont physiquement qui peuvent tenir. Et il y a des ateliers ceux qui physiquement ne peuvent pas tenir, mais intellectuellement peuvent tenir. Je pense qu'ils ont mixé les deux, c'est une très belle chose. Et ça nous rappelle, nous aussi, nos rencontres que nous faisons tous les premiers samedis du mois. Et d'ailleurs, nous invitons à travers ce micro tout le monde par rapport à la mobilisation pour le sport de masse du premier samedi du mois qui arrive. Cette 6e édition était placée sous le thème « La promotion de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale dans notre pays ». C'est pourquoi le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale était à l'honneur. Le matin, en venant ici, je commençais par le vélo et trouvais que tout le monde a le visage ravissant. Ça augure que notre dialogue réconciliera les Maliens. Que notre dialogue fera en sorte que nous oublions les vicissitudes, les difficultés de la vie. Je voudrais encore une fois de plus réitérer mes mots de remerciement à l'endroit de tous les honorables membres du Conseil national de transition qui ont activement participé à ce dialogue. Oui, parce que nous avons beaucoup duré dans l'insécurité, nous avons beaucoup duré dans la déstabilisation. Les Maliens ont goûté à tout, sauf à la paix. Et l'occasion qui nous a été donnée, moi je trouve que c'est une occasion divine. Raison pour laquelle le CNT a jugé nécessaire d'inviter ce comité de pilotage avec à sa tête le Premier ministre qui n'est plus à présenter. Cette journée citoyenne et sportive est un espace de rencontre et d'échange qui contribue à la cohésion au sein de l'institution et à la vulgarisation des valeurs républicaines. À noter qu'au programme de cette journée, qui se tient le dernier vendredi de chaque mois, il y avait la consultation ophtalmologique. Dialogue intermalien à Taoudéni, un véritable moment de partage d'idées entre frères, tous décidés pour la paix et la réconciliation. Chirfou Moulay Aïdara. À Taoudéni, le dialogue intermalien a permis un rapprochement entre les communautés et la mobilisation des fils et filles de la région à tous les niveaux. Je remercie le chef de l'État, le colonel Hachimi Goïta, chef suprême des armées, qui a donné cette chance pour tous les Maliens d'ailleurs. Je pense que à partir de là, moi je trouve qu'on peut avoir la paix. Et moi quand même j'ai un grand espoir et on compte surtout sur le colonel Hachimi Goïta parce que sa chance, je pense qu'il connaît très bien la réalité de notre pays, au nord, au sud, au centre. Donc ça, je pense que c'est une grande chance pour nous. Le niveau de participation, ça notifie que les gens aujourd'hui, ils n'ont besoin que de paix. Et chacun s'adonne. Une fois qu'on dit que c'est le dialogue, chacun veut apporter sa contribution pour que le Mali sorte de ces crises répétitives. Il faut vraiment qu'il y ait une politique de soutien des populations pour les installer sur les lieux les plus reculés de cette région de Taoudéni. Les populations de la région de Taoudéni vont communier avec celles des autres communautés du Mali à la phase nationale et s'enrichiront mutuellement. Et en images, au Brésil, les ressortissants maliens ont participé au dialogue intermalien phase diaspora en visioconférence. Ils ont discuté des différentes thématiques dans le respect. Tous ont apprécié l'initiative et souhaité que de ces débats sortent des solutions pour les difficultés auxquelles le pays est confronté. Nous refermons la page consacrée au dialogue intermalien pour se rendre encore une fois à Koulouba pour parler de la tenue de la deuxième session du comité d'orientation de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali. À l'ordre du jour, l'adoption du règlement intérieur du comité d'orientation, du cadre organique du secrétariat exécutif et du logo de la structure. Il s'agit de doter l'AGRV d'outils lui permettant d'accomplir sa mission conformément à la politique nationale de réparation. Reportage à Nohom Sissoko. L'AGRV
Autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali, met en place les dispositifs qui consacrent sa marche. C'est à la faveur de la deuxième session ordinaire de son comité d'orientation où les administrateurs planchent sur le règlement intérieur du comité d'orientation, le cadre organique du secrétariat exécutif et le logo de la structure en vue de leur adoption. L'importance du règlement intérieur, qui bien conçu est essentielle pour assurer le bon fonctionnement du comité d'orientation, en établissant des normes de conduite et des procédures claires. En l'adoptant, nous créons un cadre qui favorise la collaboration, la confiance et le respect mutuel entre tous les membres du comité. Quant au cadre organique, il est le fondement sur lequel repose le fonctionnement de notre organisation. Il définit par conséquent nos services et nos responsabilités. L'adoptant également, nous dotons notre structure des outils nécessaires pour mener à bien nos missions et répondre aux attentes des victimes. En abordant le sujet du logo de la GVR, nous aurons en plus d'une représentation visuelle de notre structure, un symbole de notre identité et de nos valeurs. Cette session doit permettre de jeter les bases d'un meilleur fonctionnement de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali pour l'atteinte de ses objectifs. Il s'agit en fait successivement de doter le comité d'orientation d'un moyen de fonctionnement transparent et efficient, de doter le secrétariat exécutif d'un cadre ou d'un outil de planification et de gestion des ressources humaines, à même d'assurer le mieux possible les missions de la structure et de fixer l'identité imagée de la GRV. L'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali a pour mission d'assurer la gestion des réparations des préjudices causés par les violations graves des droits de l'homme lors des crises au Mali depuis 1960. Œuvre sociale du président de la transition, on en parle ce soir également. Niamana Kouloubleni et le centre de santé communautaire de Niamana Dougoukouro ont bénéficié de forages qui ont été inaugurés par le conseiller spécial du président de la transition. Batraoré pour les détails. Au quartier de Niamana Kouloubleni, dans l'arrondissement de Kalabankoro, la population était confrontée à un sérieux problème d'eau potable. Cette inquiétude appartient désormais au passé. Le président de la transition, dans le cadre des œuvres sociales, vient de mettre un forage à la disposition des habitants de ces quartiers, ce qui constitue une bouffée d'oxygène pour ses bénéficiaires. Le centre de santé communautaire de Niamana Dougoukouro est le deuxième bénéficiaire du jour au compte des œuvres sociales. Ce centre fonctionnait dans des conditions difficiles car privé d'eau potable. Depuis très longtemps, on avait un problème crucial d'eau ici. Heureusement, aujourd'hui, le président nous a répondu favorablement et on a eu cette eau. Donc on ne peut que remercier le président de la transition. Le conseiller spécial du président de la transition a saisi l'occasion pour rappeler que de nos jours, plus de 300 forages et 75 ambulances ont été mis à la disposition des populations par le président de la transition. C'est l'opération d'inauguration du forage à Bamako et environ qui continue. Ce choix parce que le président de la transition a vu la nécessité de donner de l'eau à la population malienne en général. On a inauguré ces ouvrages, c'est pour que les populations maliennes puissent bénéficier de l'eau potable de bonne qualité. Aujourd'hui, c'est un quartier et puis dans un CESCOM. C'est pour dire qu'on sait que le premier médicament c'est l'eau. Le premier médicament c'est l'eau. Quand les malades ont l'eau et que quand les médecins travaillent avec l'eau, Inch'Allah, il y aura moins de difficultés à traiter les patients. Les bénéficiaires du jour ont formulé des doléances à l'adresse du donateur du jour. Des doléances relatives à l'état des routes et à l'extension du centre de santé communautaire. Ces requêtes seront transmises à qui de droit a promis Agibou Dambélé. Également, à Takalot, dans la région de Kidal, plus de 150 familles ont bénéficié des œuvres sociales du président de la transition, un geste salué par les bénéficiaires, nous dit Sidi El Mehdi Ag Al-Baka. Soutenir la résilience des communautés vulnérables du cercle de Takalout et favoriser le retour des personnes déplacées dans le cadre de la reprise en main de la région de Kidal par les FAMA, avec une administration engagée qui ne cesse d'écrire le sourire sur le visage de nos concitoyens, c'est tout le sens de cette opération humanitaire initiée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Distribuer les vivres donnés par son Excellence le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Donc ces dons ont été aussi distribués dans la commune de Tekalout
et puis dans d'autres communes de Takalot aussi. Ces œuvres sociales ont touché les populations de Takalot, Tassik, Tafiliant et Touzik, une première du genre dans cette partie de la 8e région. Nous apercevons le soutien du président Assimi Goïta comme une lumière sur nos toits. Cette aide va nous faciliter la prise en charge des familles, surtout pour nous les femmes seules chargées de famille. Tout le monde a été servi, tout le monde a été touché et c'est très important. Voilà. Donc nous sommes satisfaits. C'est une opération qu'on souhaite renouveler et je crois que ça va se faire. Au-delà de Takalot, nous avons vu les mêmes gestes à Kidal, à Nefif, à Djelhok hier, à Tessalit et aujourd'hui à Takalot. Juste un mot, merci. La distribution gratuite de vivres aux personnes vulnérables par le président de la transition fait l'unanimité à Kidal et elle soulage les chefs de famille et leur donne un peu de répit dans les efforts quotidiens pour nourrir leur famille. Ouverture des travaux du 14e congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Le bilan des 5 dernières années de l'organisation sera tiré avant de mettre en place un nouveau bureau exécutif pour de nouvelles perspectives. Le point de la cérémonie d'ouverture avec Al-Jumatina et Taïeb Adjaouyakoye. Les congrès syndicaux, surtout ceux de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, sont des moments de retrouvailles entre les militants et les militantes qui saisissent l'occasion pour débattre les activités réalisées par l'organisation en matière de la défense des intérêts des travailleurs et puis proposer des solutions. Ainsi, en organisant son 14e congrès ordinaire, le moment est venu pour la plus grande centrale syndicale du pays de mesurer le chemin parcouru durant les 5 dernières années. Vous avez bien compris la nécessité de le faire. Aux délégués venus des 19 régions du pays, j'adresse mes chaleureuses félicitations pour l'énorme travail de renouvellement des mandats, pour toutes les bases et pour le travail des commissions, souvent depuis 3 semaines, pour donner au 14e congrès ordinaire la matière à discuter, à analyser. Nous aurons donc amené à pouvoir examiner la crise multidimensionnelle et proposer des facteurs d'endiguement ou de réduction, de décortiquer le panorama syndical du Mali, apprécier les résultats de la lutte contre la corruption, la cherté de la vie qui accable les travailleurs, une revue de politique générale portant sur la transition, sur la CEDEAO et sur l'émergence de l'AES, saluée par des populations viendront à l'analyse sans complaisance. Des acquis, certes, mais il faut consolider davantage. Vos résolutions et recommandations seront l'ossature de nos activités pendant les mandats à venir. Se déroulant dans un contexte particulier où le pays est engagé dans un processus de refondation, ce 14e congrès ordinaire constitue ainsi un événement majeur pour le monde du travail en raison de la place qu'occupe l'UNTM sur le chiquet syndical national. Depuis sa création, votre organisation n'a eu de cesse d'agir pour défendre les intérêts des travailleurs, conquérir des droits et les améliorer. Vous n'avez pas non plus ménagé vos efforts lorsqu'il s'est agi face aux multiples défis de ces dernières années d'aider les entreprises, au nom desquelles je parle, à renforcer leur résilience et leur compétitivité. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, qui présidait la cérémonie d'ouverture, a salué la centrale syndicale pour ses efforts en vue de l'amélioration des conditions et du bien-être des travailleurs avant de l'inviter à poursuivre un dialogue franc avec le gouvernement. Depuis votre 13e congrès, le gouvernement et les partenaires sociaux, dans un bel esprit, ont consolidé les bases de notre démocratie sociale. En témoigne l'organisation de la conférence sociale dans le domaine du travail du 17 au 22 octobre 2022, à la réussite de laquelle vous avez largement contribué. Vous avez également démontré combien est important votre attachement à la patrie, en acceptant de renoncer à des droits pour signer avec le gouvernement, le patronat, sous la haute présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, le pacte de stabilité sociale et de croissance le 25 août 2023, dont la charpente repose sur les recommandations de la conférence sociale, en vue de favoriser l'apaisement durable du climat social dans notre pays.
Merci pour votre engagement constant et pour votre sens de la responsabilité. Outre la grande famille de l'UNTM, le secrétaire général de l'organisation a salué certains responsables syndicaux du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et de la Turquie pour leur présence à la cérémonie d'ouverture du congrès, ainsi que l'organisation de l'unité syndicale africaine et l'organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale. Des fortes recommandations pour booster davantage le progrès de l'organisation sont attendues au terme de ce 14e congrès ordinaire qui verra la mise en place d'un nouveau bureau exécutif. Bamako vient d'abriter la toute première assemblée générale du réseau ouest et centrafricain des femmes entrepreneurs sémencières. Venues de 11 pays d'Afrique, les femmes sémencières doivent adopter les textes réglementaires pour la bonne marche du réseau. On en sait plus avec Koumba Sissé. Les femmes entrepreneurs de 11 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre se mobilisent pour apporter leur contribution à la promotion des semences améliorées. C'est à la faveur de cette première assemblée générale devant adopter les textes régissant le réseau avant de lire les membres des organes exécutifs. On a pensé à mettre ce réseau sur place pour faciliter beaucoup de choses parce qu'on a constaté que toutes les femmes entrepreneurs dans le secteur semencier sont confrontées aux mêmes problèmes dans chaque pays. Nos futurs projets, c'est non seulement de faire le réseautage, se connaître nous, membres du réseau, collecter les problèmes, les défis de chaque pays afin de les relever ensemble. L'initiative est soutenue par le COURAF, entendez-la, Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole. Le CORAF met un accent particulier sur le positionnement et le renforcement du secteur privé dans l'industrie semencière, plus particulièrement le secteur privé féminin. Pour obtenir de bons rendements, il est très important d'utiliser les intrants de bonne qualité, dont les semences qui participent jusqu'à 40% de la productivité agricole. Parmi les agriculteurs intéressés figurent les femmes, dont le rôle et la responsabilité principale consistent à nourrir la société. Avec les effets des changements climatiques, les semences améliorées s'imposent désormais comme une alternative destinée à répondre aux attentes des utilisateurs dans les pays membres du RECOFES. Afin d'intégrer le genre dans la gestion des urgences sanitaires, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et la Banque mondiale ont entrepris une évaluation des disparités entre la prévention, la préparation et la réponse en cas d'urgence sanitaire, et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale genre. Reportage Inaba Ibrahima Koulibaly. La question d'égalité de genre connaît depuis un certain temps une amélioration due à son importance dans l'atteinte des objectifs du développement. Pour cela, le département en charge des questions de la femme, avec l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet REDIS 3, a entrepris une évaluation des disparités entre les sexes et le genre dans les structures impliquées dans la prévention, la préparation et la réponse en cas d'urgence sanitaire. L'évaluation a concerné certains services des départements clés de la plateforme One Health, une seule santé du district de Bamako, des régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Après 3 mois sur le terrain, Dr Koulibaly Mariam Maïga vient de recevoir le dit rapport, un document de 170 pages qui servira de document de base au projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDIS 3 au Mali. Je rends un hommage appuyé à l'équipe technique d'évaluation pour son courage, sa ténacité et son professionnalisme qui ont permis d'aboutir à ces résultats. En effet, sur les 19 domaines du règlement sanitaire international RSI 2005, 5 ont été évalués. Il s'agit de genre et surveillance épidémiologique, genre et laboratoire, genre et ressources humaines, genre et gestion des épidémies et catastrophes, et enfin genre et santé animale.
Après l'adoption de la politique nationale genre, le gouvernement du Mali s'est engagé à assurer la parité, l'équité, l'égalité des sexes en vue de relever les défis liés à la bonne gouvernance. Le ministre a rendu un vibrant hommage à Dr Bouré Saranjakité, membre de l'équipe d'évaluation décédé le 16 mars 2024. La remise d'attestation a mis fin à la cérémonie. Lutte contre les actes de terrorisme au Mali, le ministère en charge des affaires religieuses et le PNUD impliquent les hommes de médias et viennent de bénéficier d'une formation sur le contenu de la politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Les participants pourront partager les messages sur leurs canaux d'information et de communication. Reportage Salimata Ndao. La politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme vient d'être vulgarisée auprès des professionnels des médias. Pendant 3 jours, une 50aine d'entre eux ont été outillés sur les facteurs favorisant ces phénomènes et comment lutter contre eux. Les journalistes, animateurs et acteurs des réseaux sociaux ont également appris à produire de meilleurs supports d'information et de sensibilisation sur le sujet. Nous pouvons contribuer à déconstruire les discours de haine et à promouvoir le dialogue, la tolérance et le respect mutuel. J'encourage donc mes collègues à poursuivre leur engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la coexistence pacifique. Le Mali, dans sa lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, est soutenu dès le début par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le deuxième plan d'action de la politique nationale est en cours d'exécution. Il sera à terme en 2028. Pour nous, en tant que PNUD, c'est un privilège que d'accompagner le ministère. Nous pensons que le pays a sa vision et nous nous alignons sur cette vision qui découle justement de cette politique. Nous voulions réitérer notre engagement à continuer à accompagner les ministères dans cette lourde tâche et ces chantiers sensibles et complexes. Je voudrais particulièrement remercier le PNUD, qui est notre partenaire et grâce auquel nous avons pu organiser cet atelier. Je continue à croire que nous ferons encore davantage beaucoup de choses ensemble pour aider notre pays dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. À travers cet atelier, le département en charge des affaires religieuses envoie en mission les médias. Ils sont appelés à partager les bonnes pratiques et expériences en matière de lutte et de prévention contre le terrorisme. Dongoni Djamoublo a le nom d'une nouvelle plateforme de programme et de dialogue pour la refondation. Elle est déjà opérationnelle. C'est un espace dédié aux discussions et rencontres, une initiative de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Reportage à Moussa Kamara. Dongoni Djamoublo ou encore Vestibule du savoir et du dialogue est mise en place par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartie. Il s'agit à travers cette nouvelle plateforme d'enrichir le débat public par la valorisation de la recherche sur les questions de démocratie, de gouvernance et de cohésion sociale. C'est une initiative que nous avons prise au niveau de l'Institut pour accompagner le processus de refondation dans lequel le Mali est lancé depuis quelques années déjà, en mettant au service de la décision publique de la connaissance et des savoirs générés par les chercheurs, par les instituts, les organismes et les détenteurs de savoirs endogènes. Il est prévu un certain nombre d'activités, dont la réalisation d'une étude cartographique des acteurs clés et parties prenantes. Deuxièmement, c'est la mise en place d'une commission scientifique qui est chargée de piloter en fait ce programme. La rencontre a permis aux responsables de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartie de présenter le programme de recherche et de dialogue pour la refondation. Cette première phase qui dure justement est soutenue par l'Union européenne. Il s'agit bien pour cette plateforme de constituer une porte d'entrée vers la connaissance, un passage, un relais entre différents niveaux de la société qui ne se parlent pas suffisamment, à commencer par les intellectuels et les chercheurs. La plateforme Dongoni Djamoublo est un pôle de chercheurs et d'experts et détenteurs des savoirs endogènes.
Les membres du comité de pilotage du cadre intégré du commerce et de l'aide pour le commerce se sont réunis pour échanger sur les rapports d'activité des projets réalisés en 2023 ainsi que les projets de plan de travail 2024. Parmi les résultats obtenus figure la mise en place des organes et du bureau de l'interprofession de la filière qualité, entre autres. Le point avec Seydou Traoré. La réunion statutaire du comité de pilotage du cadre intégré du commerce et de l'aide pour le commerce CIR a renseigné les acteurs impliqués des acquis de la deuxième phase du projet qui a pris fin en décembre 2023, des résultats de rénovation du guichet unique de commerce extérieur pour l'émission des intentions d'importation et d'exportation, sans oublier les appuis dans les secteurs de la filière cajou et sésame. Les activités proposées dans les plans de travail sont des besoins pertinents exprimés par les acteurs bénéficiaires des projets Gomme Arabique et Carité. Compte tenu de la situation actuelle du programme au niveau multilatéral, la réalisation des activités prévues dépendra fortement des moyens qui seront mis à la disposition de l'IMOCI par la contrepartie nationale qui, je tiens à rappeler, ont été quasiment nuls ces dernières années, 0% en 2022 et 5% en 2023. Courant 2023, l'unité de mise en œuvre du cadre intégré IMOCI a également appuyé la mise en place de la filière qualité à travers l'installation des unions de sociétés coopératives, des fédérations ainsi que des confédérations. Les producteurs de la filière ont également vu les capacités renforcées avec des magasins de stockage de 100 tonnes réalisés respectivement à Yamfolila, Kita et Bla. Pour l'année en cours, des perspectives sont planifiées pour l'assistance et l'accompagnement des bénéficiaires des projets. En termes de perspectives, comme on l'a dit, la phase 2 vient de prendre fin. Et il ne s'agit pas du Mali seulement, il s'agit des 51 États des pays les moins avancés qui bénéficient du programme. Et c'est récemment, lors de la déclaration du Conseil des ministres de l'OMC en février dernier à Abu Dhabi, que la mise en place d'une troisième phase a été validée. Et d'ici là, le secrétariat exécutif du cadre intégré, à travers le conseil du cadre intégré, a mis en place une phase de transition. Le comité de pilotage a remercié le Royaume du Danemark pour son engagement aux côtés du Mali en sa qualité de facilitateur des donateurs du cadre intégré renforcé. Comité de pilotage de projet de restauration des terres dégradées du Mali. C'est pour cette année 2024, plus de 16 milliards de francs CFA seront débloqués pour permettre aux acteurs en charge du projet de restaurer l'écosystème dégradé dans 87 communes des régions de Kaï, Kita, Nyoro, Koulikoro, Nara, Ségou, Douanza et Mopti. Compte rendu Fadema Keita. Les statistiques fournies par le coordinateur du projet de restauration des terres dégradées PRTD du Mali dévoilent un constat alarmant. Plus de 100 000 hectares de terres forestières sont perdus chaque année. 2 millions de personnes vivent sur des terres dégradées et 90% des ménages dépendent du bois de chauffe. D'où ce projet mis en place par les autorités de la transition et la Banque mondiale afin de faire face à toutes ces problématiques. Le document soumis aux administrateurs bien analysés doit prendre en compte ces préoccupations. L'objectif du projet est d'accroître l'adoption des pratiques intelligentes de restauration des terres dégradées et accroître l'accès aux opportunités de revenus aux populations vulnérables. Les 16 milliards de francs CFA, budget de travail 2024, fruit d'un processus participatif, servent à exécuter les activités planifiées et à répondre aux orientations fixées. Qui sera essentiellement utilisé pour le financement des activités. Quand je prends le premier volet, le renforcement des capacités des ressources humaines au niveau national et régional, la mise en place d'un système de MRV, la mise en place des sous-projets en matière de restauration des terres. Il y aura aussi la mise en place des alliances productives. Il y aura la mise en place des fermes agro-silvopastorales communautaires intégrées que nous appelons FACI. Le projet va faire un vaste programme de restauration et de protection des berges du fleuve Niger à Mopti et au niveau de Kona. Il répond aux orientations et aux principes stratégiques suivants. Les choix des activités basées sur les 3 principes du projet, à savoir les capitales sociales, les capitales culturelles
et les capitales naturelles permettant de toucher les bénéficiaires directs. La sélection des activités qui contribuent directement à impacter positivement les indicateurs du cadre des résultats du projet. Le premier comité de pilotage du projet de restauration des terres dégradées PRTD du Mali en cours a donc pour but de dresser un plan de travail 2024 réaliste en lien avec les besoins et priorités des bénéficiaires. Bénéficiaires qui sont les 87 communes des régions de Kaye, Kita, Nyoro, Koulikoro, Nara, Ségou, Douanza et Mopti. Le Fonds de solidarité nationale a fait des dons d'une valeur de 60 millions de francs CFA à plusieurs couches vulnérables. Le point avec Abdulkarim Kaba. Des kits scolaires, d'hygiène et de couture, des couvertures et des layettes pour une valeur de 60 millions de francs CFA, c'est le don offert aux veuves et orphelins de guerre, les centres de santé de référence et communautaires et diverses associations d'aide aux personnes diminuées. Ce geste est le fruit d'un partenariat entre l'ONG américaine Chorus International et le Fonds national de solidarité. Depuis une vingtaine d'années, cette ONG américaine appuie le Fonds de solidarité nationale dans sa mission d'assistance aux couches vulnérables de notre société, par la mise à disposition de divers dons en nature. C'est le lieu de remercier Chorus International pour son appui constant dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la solidarité. Cette remise de dons répond favorablement aux aspirations et à l'engagement de l'ONG américaine présente au Mali depuis 1986. La mission de Chorus International est de mettre fin de toute urgence à la pauvreté, à la souffrance et à l'injustice partout où elle afflige l'humanité avec une passion, un partenariat et une expertise durable. Ce partenariat avec Chorus International vient ainsi renforcer et aider les autorités de la transition dans leur mission en faveur des personnes nécessiteuses. Cette cérémonie qui s'inscrit dans une dynamique de complémentarité avec les différentes actions menées, enclenchées par les autorités de la transition pour venir en aide aux couches vulnérables est à plusieurs niveaux de satisfaction. Donc il est nécessaire de vous rappeler que ce que nous réunissons aujourd'hui n'est pas la dernière. Alléger la souffrance de ces couches, c'est le fondement de ces partenariats entre le Fonds de solidarité nationale et l'ONG Chorus International qui a investi au titre de l'année 2024 près d'1 milliard de francs CFA. Les journées diocésaines de la jeunesse ont pris fin à Koutiala. Toutes les paroisses du diocèse de Sikasso étaient représentées à travers 500 jeunes qui ont été formés sur la culture de la paix. Reportage à Brahima Kone. Ces 3 journées diocésaines de la jeunesse ont permis à plus de 500 jeunes chrétiens venus de toutes les paroisses du diocèse de Sikasso d'être formés non seulement sur le plan religieux, mais aussi en matière de culture de la paix. Les jeunes ont pris l'engagement de suivre et de mettre en œuvre les enseignements qu'ils ont reçus à travers ces journées diocésaines de la jeunesse. C'est une rencontre spéciale pour moi. Ça nous ramène à nous unir davantage pour la paix et la sécurité dans notre pays. Les journées diocésaines de la jeunesse de cette année ont pour thème « Nous, jeunes du diocèse de Sikasso, portons l'évangile de la paix à toutes et à tous dans une cohésion sociale et prospère pour un Mali nouveau ». Ils sont appelés à rêver, non seulement à rêver, mais dans ces rêves-là de réaliser ce qui est bien pour le pays, ce qui est bien vraiment pour leur communauté et ce qui peut vraiment faire avancer le monde aujourd'hui et qu'il soit un monde plus beau et plus fraternel. Les journées diocésaines de la jeunesse sont soutenues par Catholic Relief Service et l'initiative Paix au Sahel de la conférence épiscopale du Mali. Les évêques du Sahel ont décidé depuis 2019 de conjuguer leurs efforts pour que des initiatives soient prises au sein des communautés pour consolider la paix au Sahel. Les journées diocésaines de la jeunesse édition 2024 ont pris fin par une messe pendant laquelle les catholiques ont imploré Dieu pour une paix durable au Mali. À noter que ces journées s'organisent tous les 2 ans de façon tournante.
Et en troisième région, le réseau ouest-africain des associations ONG de lutte contre les violences basées sur le genre renforce et développe son partenariat institutionnel et de réseautage pour accélérer l'éradication de toutes les formes de violences basées sur le genre. Et c'était en marge de son assemblée générale ordinaire qui a fait le bilan des activités menées en 2023. Moussokoro Sérémé et Suleiman Bamba. D'une vie d'excuseuse à ambassadrice des violences basées sur le genre. À travers cette cérémonie de reconversion, elles sont près d'une vingtaine d'excuseuses de l'ancienne région de Sikasso et du district de Bamako qui s'engagent ainsi à bannir à jamais la pratique des mutilations génitales féminines au profit d'activités génératrices de revenus. Nous n'étions pas conscientes du mal qu'on faisait, mais grâce à la sensibilisation, mes sœurs et moi acceptons désormais de mener d'autres activités pour nous épanouir et être autonomes. Cette reconversion vient couronner l'Assemblée générale ordinaire du réseau ouest-africain des associations et ONG de lutte contre les violences basées sur le genre, tenue cette année à Sikasso. Le regroupement est né en 2021 de la volonté manifeste de 12 structures membres du Burkina Faso, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Mali, de mutualiser leurs efforts pour combattre de façon efficace et durable les violences basées sur le genre à travers des activités de sensibilisation et des plaidoyers. Nous disons qu'il faut convaincre au lieu de combattre. Et c'est ainsi que nous avons procédé à l'identification de ces ex-excusés d'abord, avec la participation des religieux, des autorités administratives et coutumières des différents pays. Et nous avons procédé à leur formation, renforcer leurs capacités. Et elles ont parlé de ce qu'elles veulent mener comme activité. Et nous devons en perspective mettre en place un système d'accompagnement des victimes des violences basées sur le genre. En unissant nos forces, en partageant nos expériences et nos bonnes pratiques, nous pouvons renforcer nos actions et avoir un impact plus important sur la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre. La cérémonie de reconversion des ex-excuseuses est marquée par la remise de distinctions à la gouverneure et la directrice régionale de la femme et un sketch sur les conséquences de la pratique de l'excision. L'activité est soutenue par plusieurs partenaires, dont Diaconia et Pain pour le Monde. Le ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, informe l'opinion nationale, le mouvement sportif national et la presse que la cérémonie d'inauguration du stade omnisport de Kati, rénové initialement prévue le mardi 30 avril 2024, est reportée au jeudi 16 mai 2024. Le ministre est compté sur la bonne compréhension de toutes et de tous. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dieu voulant, on se retrouve demain, même heure, même plateau. Et nos grands-pères nous enseignent ce soir de nous tourner vers le soleil et l'ombre sera derrière nous. À méditer. Bonne fin de soirée à tous.